Allô? Ok, parfait. Donc, bonsoir à tous. Je suis Quentin Rateau, aussi connu sous le pseudonyme de Poustouflant. Et ce soir, je vais vous présenter ma conférence sur le thème des tuyaux d'arrosage, plus précisément le jardinage Turing complet en utilisant des tuyaux as a service. Bon, évidemment, c'est un premier jet, en référence au jet d'eau. Donc, pardonnez-moi si jamais il y a quelques erreurs. Donc, bon, vu que je sais que je ne vais pas avoir le public le plus réputé pour son affinité avec le fait de toucher de l'herbe, je vais me permettre de commencer par revenir aux bases avec les premières bases du jardinage, c'est-à-dire... ah oui, d'abord, juste vous présenter un peu le menu du jour. Avec des tuyaux d'arrosage, on va vous montrer aujourd'hui comment péter n'importe quelle instance d'RSA en temps constant. Ensuite, on va résoudre le chômage sur Terre. Ensuite, on va voir comment remporter les paris sportifs. Ça peut être pratique. Ensuite, on va voir comment améliorer la précision des données des bureaux des États-Unis. Ensuite, on va voir également, parmi d'autres sujets, comment faire de la segmentation d'images. Et tout ça, je précise, en utilisant uniquement des tuyaux d'arrosage. Parce que, honnêtement, c'est surcoté de tout faire avec des ordinateurs. Du coup, comme je disais, je vais me permettre de faire un petit retour aux sources, par rapport, encore une fois, aux sources. Qu'est-ce qu'un tuyau? Donc j'ai ramené ici un étendard test qui est en fait un déguisement pour un tuyau. Un tuyau, c'est par exemple ceci. Nous avons ici une magnifique schéma d'un poustouflant qui tient un tuyau. Un tuyau, c'est un tube comme ceci, qui est creux. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment le voir, la caméra. Et dans un tuyau qui est donc creux, on peut faire passer du flot à l'intérieur. Et la propriété très intéressante que je nommerais même la propriété fondamentale des tuyaux, c'est que le flot qui rentre d'un côté, c'est toujours le même flot qui sort de l'autre côté. Et je tiens à dire que c'est vraiment important. Il ne peut pas y avoir de fuite à l'intérieur de nos tuyaux, parce qu'ici, on n'est pas sur le projet Malloc. C'est un tuyau qui est parfaitement fonctionnel. Et c'est ça qui va nous permettre de faire des calculs assez intéressants. Donc, est-ce que jusque-là, tout va bien pour tout le monde? Est-ce que vous suivez? Ça va pour tout le monde? Vous avez bien compris le principe d'un tuyau? Eh bien, merci d'avoir participé à ma conférence. C'était là. Non. Alors, plus sérieusement, je vais me permettre du coup de tester votre capacité à utiliser des tuyaux à 100% de leur capacité, en commençant par vous poser une simple petite question. Résolvez la limite suivante quand n tend vers plus l'infini de 2 puissance 4n divisé par n fois n parmi 2n au carré, en utilisant un tuyau d'arrosage. Est-ce que quelqu'un a une suggestion? On pourrait en effet se servir du tuyau d'arrosage comme support pour écrire, mais ici on va même trouver un moyen de faire apparaître la solution en utilisant le tuyau d'arrosage. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Donc je vais vous présenter une manière, parmi tant d'autres, de le faire, qui consiste à prendre le premier bout du tuyau d'arrosage et d'appuyer sur la flèche à faire apparaître la slide suivante de la présentation, qui permet d'afficher la solution ici. Donc voici une utilité que potentiellement vous n'avez pas vu venir d'un tuyau. Bon, je pense que vous avez vu, moi à la base je voulais devenir plombier, pas mathématicien, du coup voilà, voilà ce qui arrive quand on ne refile pas les bons tuyaux. Mais bon, tant qu'à être arrivé dans une école d'ingénieur à la place d'une école de plomberie, où je sais très bien que mes qualités en tant que plombier n'allaient de toute manière pas être rentabilisées dans la création de douches, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette faiblesse dans la plupart des systèmes de chiffrement actuels, qui permet notamment de casser n'importe quelle instance de RSA en temps constant en utilisant un tuyau d'arrosage? C'est pas loin d'être la vérité. C'est ce qu'on appelle la cryptanalyse par tuyau en caoutchouc, qui consiste à frapper de manière répétée la personne qui est détentrice de la clé privée jusqu'à ce qu'elle accepte de coopérer. Je tiens à dire que, même si ça peut paraître assez anecdotin, il faut savoir que ça prouve quand même qu'il est toujours possible de péter n'importe quelle clé en temps constant, parce que peu importe la taille de la clé, cette méthode fonctionne dans le même temps d'exécution. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir une clé 4096 bits ou autant que vous voulez, ça ne changera rien. Bon,
Ça, c'est pour les utilisations, comment dire, un peu externes du tuyau. Maintenant, on va voir comment s'en servir en tant que tuyau. Donc, on va venir, entre guillemets, à la source de la conférence. Ça va être de parler de réseau de flow. Donc, je vous avais dit, on va parler un petit peu d'algorithmie quand même. Un réseau de flow, vous l'avez probablement vu venir, c'est un graphe. Mais ce n'est pas n'importe quel graphe. C'est un graphe qui a déjà deux nœuds assez particuliers. Un sommet qu'on appelle la source, qui est noté S comme source, et un deuxième sommet qui est noté T, et qui est appelé le puits, parce que T comme puits. Et pour chaque arête, on va voir une capacité notée en bas, qui indique entre guillemets le diamètre du tuyau. Par exemple, cette arête a une capacité de 5. Et également, pour chaque arête, on va avoir un flow qui va rentrer dans les tuyaux, entre guillemets, qui est ici représenté par le nombre du haut. Et les deux seules contraintes qu'on doit respecter dans un réseau de flow, c'est que déjà, le flow ne dépasse pas la capacité, parce que c'est le principe de la capacité, et que le premier théorème fondamental des tuyaux d'arrosage est respecté. C'est-à-dire que si je prends un sommet, le flow qui rentre, c'est le même que le flow qui sort. Ici, j'ai 3 de flow qui rentrent, j'ai 1 de flow qui sort ici, plus 2 de flow qui sort ici. Le théorème fondamental est respecté. À partir de là, une question intéressante qu'on peut se poser, qui est une question justement dont on va aborder en profondeur, c'est si jamais on nous donne juste un réseau de flow, sans les flows qui vont dedans, comment est-ce qu'on peut réussir à trouver un flow maximal qui part de la source vers le puits? Donc ça, c'est un problème qui a été abordé par de grands algorithmiciens avant moi. Je vais présenter l'un d'entre eux, Ford et Fulkerson, qui ont créé ce qu'on appelle l'algorithme de Ford-Fulkerson, qui est souvent utilisé aujourd'hui. Alors, du coup, étant donné un réseau G avec une fonction de capacité C qui est associée à chaque nœud, la capacité, à chaque arête, la capacité en termes de débit qui peut aller dans l'arête, un nœud source, un nœud puits, notre objectif est de calculer le flow maximal qui peut aller de la source jusqu'au puits. Du coup, comment on fait ça? Ils se sont dit, on commence par assigner la valeur de 0 sur chacune des arêtes, puis tant qu'il y a un chemin qui part de la source jusqu'au puits, de sorte que chacun des arêtes sur ce chemin ont encore une capacité supérieure à 0, alors pour chacune des arêtes sur ce chemin, on va choisir le débit maximal qu'on peut faire passer dans ce chemin, c'est-à-dire le minimum de toutes les capacités restantes de chacune des arêtes sur ce chemin. Puis ensuite, pour chacune des arêtes sur ce chemin, on va rajouter la capacité sur le flot actuel calculé sur chacune des arêtes de ce chemin, et on va enlever ce débit sur toutes ces arêtes à l'envers. Est-ce que vous avez compris ? Bon, apparemment c'était extrêmement clair comme présentation, mais je vais quand même me permettre de présenter un deuxième algorithme qui, selon moi, a certains avantages comparé à celui-là, notamment le fait qu'il sera un peu plus simple à implémenter. J'ai nommé l'algorithme de Fland-Fulkerson, qui a exactement le même objectif, mais l'implémentation va être très légèrement différente. Notamment, on va commencer par construire un tuyau de la bonne capacité pour chacune des arêtes. Il faut savoir que si jamais vous voulez calculer les efficacités asymptotiques pour chacune des étapes, je suppose que l'efficacité asymptotique de cette étape est simplement proportionnelle à la capacité du tuyau, parce que probablement construire un gros tuyau, ça prend un peu plus de temps. Ensuite, on va simplement relier tous nos tuyaux bout à bout pour former le graphe. Ensuite, on va relier notre source à un tuyau d'arrosage, ça se fait en temps constant, je vous assure, vous prenez le tuyau d'arrosage, vous le connectez, et enfin, vous lancez l'eau, et puis vous regardez ce qui sort au niveau du puits. Probablement, j'ai noté une complexité qui correspondait potentiellement au nombre de tuyaux, parce que le temps que le flow s'écoule. Bon, comme vous pouvez le constater, cette connerie est carrément plus simple à implémenter en pratique, seulement 3 étapes, elles sont assez claires. Et asymptotiquement parlant, la complexité est quand même pas atroce. Genre, je pense même qu'elle est quasiment meilleure que celle de Ford-Fulkerson. D'ailleurs, elle est tellement simple à implémenter que je vais me permettre de faire une petite démonstration en live, c'est un petit moment de live coding, mais directement avec des tuyaux. Du moins, c'est ce que j'aurais fait si jamais certains opposants au progrès scientifique ne s'était pas permis de se dire que potentiellement ramener un tuyau d'arrosage en amphi 401 n'était pas une bonne idée.
Bon, du coup, le reste de cette conférence va probablement être resté sur beaucoup de théories et pas beaucoup de pratiques. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voyons voir quelques problèmes en pratique qu'on pourrait résoudre avec des tuyaux d'arrosage. J'avais nommé en premier résoudre le chômage sur Terre. Donc voyons voir comment faire ça. On pourrait modéliser comment ça s'appelle, le marché de l'emploi dans notre monde actuel comme étant un ensemble de personnes qui n'ont pas encore de travail et également un nombre de positions, enfin d'emplois qui ont encore des positions ouvertes. Et chaque personne peut vouloir genre un certain ensemble d'emplois qu'il a envie d'appliquer pour. Chaque personne peut avoir un emploi ou être au chômage. Et enfin, chaque emploi a un nombre de positions maximales de personnes qui peuvent prendre cet emploi. Donc si on prend un exemple, ici nous avons 4 personnes, la personne A, B, C et D, et 3 emplois, l'emploi 1, 2 et 3. On voit pour chaque personne les emplois auxquels elle a appliqué, également pour chaque emploi le nombre de positions qui sont ouvertes. C'est-à-dire que seulement 2 personnes pourront prendre l'emploi 3, seulement une personne pourra prendre l'emploi 2 et seulement une personne pourra prendre l'emploi 1. Ici, je vous pose déjà la question, à votre avis, combien de personnes pourront avoir un emploi au maximum? 3, exactement. Malgré le fait qu'il y ait 4 positions ouvertes, on n'a aucun moyen d'assigner les 4 emplois aux 4 personnes, parce que par exemple, si jamais les 2 emplois, si jamais les 2 emplois, les 2 positions ouvertes de l'emploi 3 sont assignées à la personne C et D, alors personne ne pourra prendre l'emploi 2. Donc ce qui fait que, effectivement, on n'a que 3 personnes qui pourront obtenir un emploi. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on pourrait se poser cette question et se refaire le calcul, mais plutôt que d'essayer d'appliquer des emplois à la main ou d'effectuer un algorithme pour trouver la réponse, est-ce qu'on peut réussir à trouver la réponse en utilisant des tuyaux d'arrosage? Ce qui serait quand même vraiment plus pratique, parce que ça demande un peu moins de code et de réflexion. Est-ce qu'il y a des idées parmi vous pour réussir à trouver la réponse 3 depuis ces informations, quelques tuyaux connectés ensemble et un tuyau d'arrosage à activer? Oui. C'est une solution tout à fait valide. Donc, la solution proposée est on me frappe avec un tuyau jusqu'à ce que je donne la réponse. Ça marche tout à fait. Du coup, je vais donner la réponse de SPA par peur de me faire tabasser. La solution que je propose est de connecter la source du coup, de mon réseau de flow. Donc chaque unité de débit, ça correspond à un emploi. Du coup, je propose, on va voir si je peux assigner un emploi à A, à B, à C et à D. Du coup, l'emploi de D, il a le droit il applique à l'emploi 3, parce que c'est la position à laquelle il est appliqué. La personne C tente les 3 positions, la personne B tente la première position, etc. Et enfin, la partie un petit peu intéressante, c'est à ce niveau-là, la capacité que je mets, ça correspond au nombre de positions ouvertes. Ça veut dire que je peux avoir 2 personnes, donc ça veut dire 2 unités de flow, qui peuvent aller par exemple à la personne C et D, se rejoindre sur l'emploi 3 et être acceptées en allant jusqu'au puits. Donc, ce nombre signifie qu'il y a 3 positions ouvertes pour l'emploi, 2 positions ouvertes pour l'emploi 3, une position ouverte pour l'emploi 2, etc. Et ici, si jamais on connecte notre tuyau d'arrosage sur la source et qu'on laisse l'eau couler, voici une possibilité qu'on pourrait obtenir. Et dans tous les cas, on se rendrait compte que le débit qu'on obtiendrait à la fin ne pourra jamais excéder 3 au niveau du puits. Ce qui signifie que, en effet, on ne pourra pas, enfin le maximum d'emplois qu'on peut assigner est de 3. Et non seulement ça, mais en plus, si on analyse où va le courant, on peut même voir une solution optimale qui permet d'assigner un nombre optimal d'emplois à des personnes. Donc est-ce que vous voyez un peu la puissance cachée des tuyaux d'arrosage et leur utilisation en algorithmique? On commence un peu à voir toutes les choses qu'on pourrait faire. Et d'où est-ce que ça vient? Maintenant, on va voir, là on avait vu pour des cas qui ressemblent très rapidement à des graphes de flow, c'est-à-dire des graphes. Maintenant, on va voir comment utiliser des tuyaux d'arrosage quand ce n'est pas des graphes. Donc, je vous avais parlé d'améliorer vos prédictions au paris sportif.
On va voir, ici on va faire des calculs que parfois que vous trouvez certains journalistes ne font pas, et ce qui vous permet d'apporter des conclusions mathématiquement vraies qui sont parfois oubliées. Ici, nous avons un résumé d'un tournoi de baseball avec 4 équipes, A, B, C et D. Vous avez pour chaque équipe le nombre de victoires qu'ils ont eues, le nombre de défaites qu'ils ont eues, le nombre de matchs qu'il leur reste à jouer. Mais non seulement ça, mais également pour les matchs qu'il leur reste à jouer, vous savez contre qui il reste. Par exemple, l'équipe A, il lui reste 8 matchs à jouer. Vous voyez que c'est un match qui reste contre l'équipe B, 6 contre l'équipe C, et un match qui reste contre l'équipe D. Est-ce que le tableau est à peu près clair pour tout le monde? Oui? Ok. Et bien maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que l'équipe B a une chance de gagner le tournoi? Mais quand je dis gagner le tournoi, ça veut dire être l'équipe avec le plus de victoires, sachant que si elle est ex aequo avec A, c'est OK. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir et analyser le tableau. Parce qu'on se pose vraiment la question. C'est pas si évident qu'il n'y paraît. Parce qu'en effet, on pourrait se dire, l'équipe B, si elle remporte ses 3 matchs, elle aurait 83 victoires. L'équipe A peut échouer ses 8 prochains matchs, et du coup, l'équipe B et l'équipe A seraient tous les deux à 83 victoires. Du coup, est-ce qu'il serait possible que B puisse encore finir premier en termes de victoire à la fin du tournoi? Donc maintenant, je vous pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a une réponse définitive sur le fait que B puisse, oui ou non, finir par remporter le match? Oui. Pourquoi? Donc la réponse indiquée est non. Pourquoi? Exactement. Ici, B n'a aucune chance de remporter même ex aequo, parce que si B remporte ses 3 matchs et que A échoue ses 8 matchs, alors ça veut dire que C remporte ses 6 matchs, obligatoirement. Et si C remporte ses 6 matchs, il arrive à 84 victoires. Ok, maintenant je vais te demander de refaire exactement le même raisonnement en utilisant seulement des tuyaux d'arrosage. Parce que c'est quand même le but de la conférence, c'est de réussir à répondre de manière très générale à tout ce genre de problème avec des tuyaux. Donc là, ça devient beaucoup plus dur à essayer de modéliser parce que, évidemment, les tuyaux d'arrosage, on a vu comment s'en servir juste avec des graphes, mais alors réussir à sortir un graphe de ces informations, c'est pas évident. Pour ce faire ici, on va déjà juste poser quelques constantes. Déjà, il est vrai que on va d'abord considérer que B remporte tous ses matchs. Donc ça veut dire B va être à 83 victoires. Un nombre qu'on va simplement calculer, c'est pour toutes les autres équipes, c'est combien de victoires elles ont le droit encore de remporter sans que B se fasse dépasser. Donc par exemple, vu que B arrivera à 83 victoires s'il gagne tous ses prochains matchs, alors A n'a plus le droit à remporter aucune victoire. C peut encore remporter 5 victoires, qu'il mettrait à 83 victoires, et D peut encore remporter 6 victoires. Et bien, avec ça, on a toutes les informations pour, encore une fois, représenter tout ça sous la forme d'un graphe. Ici, le flow, ça va représenter une victoire. Donc on a 6 matchs qui vont encore se jouer entre A et C. Donc on aura 6 victoires à se répartir entre l'équipe A et C, sachant que l'équipe A n'a plus le droit à aucune victoire, et l'équipe C a encore le droit à 5 victoires. Et donc là, vous voyez, entre guillemets, comment représenter encore tout le tableau et où est-ce qu'on va retrouver l'incohérence. C'est le fait que ici, le flow de 6 ne pourra jamais exister, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais jouer les 6 matchs sans dépasser B. Donc, on peut répondre à cette question en représentant tous les matchs restants qui ne concernent pas B, parce qu'on va considérer que B remporte tous ses matchs, sous la forme d'un graphe de flow. Et la question qu'on va se poser, c'est juste, si on connecte notre tuyau d'arrosage ici, et qu'on l'allume, est-ce qu'il est possible que toutes les arêtes en sortie de ma source soient saturées? Et ici, ce n'est pas le cas, cette arête 6 ne peut pas être saturée, donc mon équipe B n'a aucune chance de gagner. Est-ce que ça va? On va faire une petite pause de problème, et on va juste voir comment pimper nos tuyaux un peu. Parce que là, c'est bien beau, on peut juste faire couler de l'eau. Mais maintenant, on va voir comment juste couler de l'eau, ça permet de faire plus que de couler de l'eau. Donc, pour l'instant, première modification qu'on va tenter d'apporter à ce qu'on sait faire actuellement, c'est que jusqu'ici, on n'avait qu'une seule source, qu'un seul puits. Comment on fait s'il y a plusieurs sources et plusieurs puits? Est-ce que c'est toujours possible?
Mais plus que ça, je vous demande est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible en fait de simplement comment dire, trouver un réseau équivalent à ce réseau qu'on puisse déjà résoudre avec notre algorithme de Flan-Fulkerson qu'on avait vu juste avant? Est-ce que quelqu'un a des idées? Oui. On peut fusionner les sources et les puits. C'est un peu l'idée. C'est juste se rajouter une sorte de super source et de super puits qui se rajoute au début et à la fin, qui va juste simplement se répartir derrière vers les puits et les sources comme il se doit. Donc ici, si on connecte notre tuyau d'arrosage à l'entrée ici, et qu'on ne met pas de limite de capacité ici et ici, eh bien, ça va simplement se répartir comme il faut, et au final, on aura la réponse comme si on avait deux sources et deux puits. Donc ça, c'était juste pour préciser le fait que, pour l'instant, on voyait qu'avec une seule source et un seul puits, mais si on veut, on peut en faire plus, il n'y a pas de problème. Maintenant, deuxième petite modification que j'aimerais apporter. Petite modification, en vrai, c'est une modification très importante. On va se dire maintenant qu'il y a certains sommets qu'on soif. Par exemple, le sommet B, ici, il ne veut pas respecter le principe fondamental des tuyaux d'arrosage, il veut recevoir un débit de 10. Il a une demande. Donc ça veut dire que j'aimerais que la différence entre le débit qui rentre dans B et qui en sort soit de 10. Mais pour aider, j'ai certains autres sommets qui fournissent du débit. Par exemple, maintenant, mon sommet A, il fournit un débit de 8. En utilisant ça, est-ce qu'on peut encore résoudre la question? Donc, est-ce qu'on peut encore simuler ça avec nos simples tuyaux d'arrosage mis bout à bout, afin de savoir si non seulement un tel circuit existe déjà, parce que maintenant c'est même plus évident, mais aussi est-ce qu'on a toujours moyen de calculer le flot maximal entre S et T en respectant toutes les contraintes, en utilisant encore une fois juste un tuyau d'arrosage qu'on alimente au bout du jardin. Là, c'est moins évident, mais je suis à l'écoute si vous avez des idées. Oui. Mettre à jour les prédécesseurs de ceux qui ont un point détectif, c'est-à-dire pour A, rajouter 8 à 10. Donc, vu que A va fournir 8 de débit, je dis, OK, on va considérer qu'il fournit 8 de débit, et du coup, S va plus que lui en donner que 2 au max, c'est ça? Pas exactement. Là, c'est bien la capacité maximale. C'est-à-dire que je peux tout à fait avoir 10 qui se rajoutent au 8 pour avoir, par exemple, 18 de débit, bon, qui est limité par la capacité ici. Mais c'est une astuce qu'on va revoir un peu plus tard, juste pas maintenant. Ici, c'est plus simple que ça. On va simplement se rajouter une nouvelle source, un nouveau puits, qui va apporter les 8 qui va juste fournir les 8 de débit ici, et les 6 de débit ici. Et enfin, pour le nœud B qui a soif, eh ben on va simplement mener sa soif vers un nouveau puits. Donc ça veut dire qu'ici, on va simplement avoir du coup deux sources de puits. Et si jamais encore une fois, on connecte nos deux sources, nos deux puits, et qu'on essaye de se forcer à saturer ces arêtes-là, on va avoir une sorte de graphe équivalent sur lequel on aura bien 8 de débit en plus qui sort du nœud A, comme si A fournissait 8 de débit. Et pareil, on aura 10 de débit qui va disparaître du nœud B, comme si B demandait 10 de débit. Donc ça, c'est simplement pour montrer le fait que si jamais vous voulez vous faire modéliser des flots, des réseaux de flots sur lesquels, sur certains sommets, vous avez besoin de consommer ou fournir du débit, c'est toujours possible en reliant que des tuyaux d'arrosage entre eux et en en donnant du flot juste dans la source et en voyant ce qui se passe. Enfin, dernière petite modification qu'on va faire à nos réseaux de flow, c'est maintenant qu'est-ce qui se passe si jamais sur certaines de mes arêtes, j'ai maintenant envie d'une capacité minimale. C'est-à-dire que, par exemple, entre A et 1, j'aimerais qu'il y ait au minimum un débit qui passe. Je n'autorise pas le fait qu'il n'y ait pas de débit qui passe ici, parce que j'ai envie de mettre une pompe, forcer qu'il y ait du débit ici, parce que j'en ai besoin. Est-ce que, encore une fois, c'est possible de réduire ce problème à un problème qu'on sait déjà résoudre, c'est-à-dire un problème qu'on sait résoudre en connectant des tuyaux entre eux, reliant la source de notre jardinage à la source, et juste en lançant le flot et voyant ce qui se passe.
On peut rajouter un puits après le 1 avec 1 de débit. L'idée, du coup, ça va être très proche de ça, oui. L'idée de rajouter un puits avec 1 débit, c'est de se dire, on va, entre guillemets, avoir 1 de moins de débit qui va passer ici. Donc on va juste symboliser avec un 2. Et on a, entre guillemets, notre débit manquant qu'on va rajouter de manière artificielle avec des sources et des puits en plus. Mais plus simplement, avec ce qu'on a vu juste avant, on peut simplement résoudre ce problème avec justement des demandes et des offres. C'est-à-dire que ici, effectivement, notre 1, on va le entre guillemets avec le puits, avec le moins 1, on peut simplement dire que oui, va y avoir 1 de flow qui va être aspergé de manière obligatoire ici. Ici, du coup, la capacité est réduite de 1, et le flow, on va le retrouver ici, parce que le 1 va le redonner. Est-ce que vous voyez grosso modo l'astuce? Par exemple, ici, je demandais d'avoir entre 3 et 4 sur cette arête. Alors plutôt que de demander entre 3 et 4, je vais demander entre 0 et 1, sauf que je vais systématiquement consommer 3 ici et les redonner ici. Donc ici, j'ai moins 4 parce que j'ai moins 3 par cause de cette arête et moins 1 à cause de cette arête. C'est très proche de ce que tu disais pour l'approche précédente de comment dire, pour les arêtes retranchées sur les sommets précédents et succédents. Vous voyez grosso modo l'astuce? C'est la dernière astuce. Maintenant, après, on va revoir des trucs plus rigolos. Pas de pression. On prend le temps de comprendre. Je ne suis pas là pour vous entuber. Dernier petit théorème d'algo, mais juste petit fait à garder en tête. Quand on parle de flow maximum qui peut aller d'une source à un puits, c'est la même chose que se poser la question de combien d'arêtes je dois enlever au minimum pour déconnecter ma source et mon puits. Les deux, c'est la même chose. C'est un théorème d'un gars qui s'appelle, je crois, Mengers. Bon, on a vu toutes les maths. Maintenant, c'est reparti pour sauver le monde avec des tuyaux. Je pense qu'il nous doit rester deux derniers petits problèmes. Premier problème, arrondir une matrice, parce qu'on a tous besoin d'arrondir des matrices pour sauver le monde. Vous avez probablement déjà rencontré le cas où vous avez des matrices avec des nombres, avec des virgules, et beaucoup de chiffres après les virgules, et c'est moche. Du coup, vous voulez arrondir les endroits dans les matrices. Sauf que si vous arrondissez toujours au plus proche, parfois vos sommes commencent à ne plus valoir 100, par exemple. Ici, on s'intéresse au problème d'avoir une matrice avec les sommes de chaque ligne et colonne, et j'aimerais trouver un arrondissement, donc chaque nombre est soit arrondi à l'inférieur ou au supérieur, mais je veux aussi que les sommes soient arrondies soit à l'inférieur, soit au supérieur. Et ça, c'est un problème qui a été rencontré justement au bureau états-unien lorsqu'ils voulaient publier des données sur les citoyens, et auquel ils ont trouvé une solution assez astucieuse qui employait beaucoup de tuyaux d'arrosage. Est-ce que... petite précision sur le fait que arrondir au plus proche, ça ne marche pas tout le temps. Par exemple ici, une possibilité qu'on peut avoir, c'est d'arrondir mes 0,55. Si je les arrondis au plus proche, je devrais les arrondir à 1, 1 et 1. Et là, j'aurai un problème, parce que 3, c'est pas juste au-dessus de 1,65. J'ai le droit que à 1 ou 2, ici. Donc ici, on a un exemple d'arrondissement possible. Du coup, comment on pourrait résoudre ce problème avec des tuyaux, beaucoup de tuyaux? Là, on commence à être sur du vraiment pas évident. L'idée, ça va être de représenter les lignes et les colonnes. Les lignes et les colonnes comme des colonnes dans notre graphe. Donc, par exemple, depuis ma source, je sais que dans la ligne A, j'ai le droit de donner soit 17, soit 18 pour toute ma ligne. Pour donner soit 17, soit 18, j'indique simplement que de ma source à A, j'ai le droit à un flow entre 17 et 18. Mais maintenant, ce flow de A, je vais le redistribuer aux colonnes 1, 2 et 3, sachant que par exemple, pour la colonne 1, j'ai le droit de donner que entre 3 et 4. Pour la ligne A1, j'ai le droit de donner que entre 3 et 4 de flow, de débit. Et pareil, je pourrais remplir pour A2, je mettrais entre 6 et 7, et pour A3, entre 7 et 8. Et enfin, la somme des colonnes, je peux la retrouver de l'autre côté du graphe. Ici, par exemple, j'indique que pour la colonne 1,
j'ai le droit de donner au total que entre 16 et 17. Et si jamais je connecte, du coup je fais toutes les simplifications dues au fait que j'ai des arêtes avec des bords minimaux et maximaux. Donc ça veut dire que je vais faire toutes les simplifications qu'on a vues auparavant, histoire d'étendre avec juste des tuyaux basiques. J'obtiens un graphe assez monstrueux, mais dans lequel j'ai bien juste une source, des tuyaux, un puits. Et si jamais je connecte juste mon tuyau d'arrosage à la source, je le lance, je regarde juste le flow qui va par exemple entre A et 1. Si c'est 3, je mets un 3. Si c'est 4, je mets un 4. Est-ce que ça va pour tout le monde? On va voir un dernier petit exemple parce que je l'aimais bien. Parce que bon, là, on voit à quel point les tuyaux d'arrosage, ça peut résoudre approximativement n'importe quoi. Mais ça peut également résoudre des trucs qui ont été vus dans la majeure image. Donc ça veut dire qu'on va faire de la segmentation d'images avec des tuyaux d'arrosage. Ça veut dire on a une image en noir et blanc. Une image, c'est une grille de pixels. Et on aimerait diviser cette image en avant-plan et arrière-plan. Ici, on peut le faire de cette manière, ça paraît assez instinctif. Et pourtant, je n'ai pas juste sélectionné les couleurs les plus claires et les couleurs les plus foncées. Par exemple, cette couleur était bien plus claire que celle-là, mais elle n'est pas dans l'avant-plan. Pourquoi? Parce que, en général, si jamais j'ai un pixel qui est dans l'avant-plan, alors probablement, les pixels aux alentours vont aussi vont avoir tendance à être dans l'avant-plan. Et pareil, un pixel dans l'arrière-plan a tendance à être proche de pixels dans l'arrière-plan. Donc c'est ce que j'indique ici. Chaque pixel est influencé vers l'avant-plan ou l'arrière-plan dépendant de sa couleur, de sa position dans le graphe, et dans l'image, et également en fonction de si ses voisins sont dans l'avant-plan ou dans l'arrière-plan. Et du coup, il existe encore une manière de segmenter l'image en avant-plan et arrière-plan, juste en reliant tous nos pixels entre eux, avec beaucoup d'arêtes. L'idée, c'est qu'on va relier tous les pixels qui ont l'air clairs on va relier tous les pixels à la source et le puits. Et on va également relier tous les pixels entre eux vers leurs voisins. L'idée, c'est que si un pixel a l'air d'être clair, donc a l'air d'être vers l'avant-plan, on va le relier très fortement vers la source avec un gros tuyau. Et si jamais il a plutôt tendance à être dans l'arrière-plan, on va le relier vers le puits avec un gros tuyau et inversement avec un très petit tuyau vers la source. On ne le voit pas, mais il y a bien un tout petit tuyau ici qui relie ce pixel à la source. Et encore une fois, l'idée de segmenter entre avant-plan et arrière-plan, en fait, c'est juste trouver la manière la plus légère de découper la source et le puits. Et comme je disais précédemment, ça, c'est juste un flow maximal, encore une fois. Ici, la découpe minimale se situe juste là, parce qu'elle découpe pas trop d'arêtes qui relient les pixels entre eux. Donc ça veut dire que lui, il ne va pas se faire rajouter. Mais également, elle va passer à travers juste de quoi faire en sorte de ne pas découper les arêtes qui relient, par exemple, vous voyez, cette arête se fait indéniablement découper, parce qu'on aurait bien aimé la mettre dans l'avant-plan, mais on n'a pas pu, parce qu'elle était trop proche d'arêtes qu'on ne voulait pas mettre dans l'avant-plan. Et ça va pour tout le monde? C'est terminé. C'est tout. On a vu... j'avais d'autres problèmes en stock, mais j'ai trouvé que c'était probablement suffisant pour vous assommer avec des tuyaux d'arrosage. Comme quoi, assommer, ça peut se faire physiquement avec un tuyau, mais on peut aussi le faire mentalement avec un tuyau.